Aujourd'hui, Extra Naturel, une fois n'est pas coutume, va à la rencontre de son rendez-vous hebdomadaire avec Terra Cultura et aujourd'hui toujours avec Damien Lafont. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric. Alors Damien, je rappelle, vous êtes le rédacteur en chef qui orchestre toutes les publications de Terra Cultura et vous nous envoyez vos reportages photos puisque vous participez aussi. Et je le rappelle, Terra Cultura, c'est une association de photographes répartis un peu partout sur la planète. Aujourd'hui, vous nous emmenez voir la plus grande fleur du monde. Rien que ça, elle est célèbre, hein, on la connaît déjà, mais voilà, vous allez nous la présenter. C'est un phénomène, hein. C'est un vrai petit phénomène. Enfin, petit, je ne sais pas si on peut parler, vu la taille de la fleur, oui, c'est un vrai phénomène. Alors, c'est la Rafflesia. Et nous, sur cet article-là, on s'est concentré sur une espèce bien particulière qui est la Rafflesia arnoldi, donc qui est considérée comme la fleur la plus grande du monde. C'est vrai qu'elle est assez imposante. Elle peut peser jusqu'à 10 kilos. Ça peut faire presque 1 mètre d'envergure. Il y a d'autres espèces de ce type qu'on ne trouve pas au même endroit, mais donc pour cette fleur-là, nous on va la récupérer plutôt dans des zones situées entre l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines aussi, et dans les forêts tropicales humides en général. Voilà, très belle Alors, fleur. je pensais que les photos étaient de vous. Alors, ça n'empêche, ça ne gêne pas la qualité du reportage parce que vous-même, vous l'avez rencontré, vous me l'avez dit, dans un autre endroit. Euh, Là, ce sont les photos du parc qui abrite cette plante et qui la protège que vous avez Exactement. choisi d'exposer. Exactement, c'est-à-dire que au mois de juin dernier, j'étais sur Bornéo, dans la région du Sarawak. Et je devais aller visiter ce parc national. Alors, il n'abrite pas que cette fleur-là, hein, c'est un vrai parc national protégé. Et pas de chance, c'est pas d'éclosion, donc on n'a pas pu voir la fleur. Donc ça peut aller vite, hein, comme je disais tout à l'heure hors antenne. C'est une fleur qui pousse relativement vite une fois qu'elle est en pleine éclosion. Mais bah, sur ce moment-là, on n'a pas eu de chance. Donc, on s'est accordé avec le parc national de Gunung Gading, qui est donc sur la partie Sarawak, de faire un peu leur promotion parce que les images sont très très belles, la qualité d'image est belle. Et puis en plus de ça, on a pu faire le suivi de la floraison jusqu'au moment où elle pourrit, quoi. Alors moi, j'avais eu l'occasion d'en voir dans une autre région, l'État du Sabah. Donc, c'est aussi sur Bornéo lors d'une ascension de volcan, de Kinabalu. Et j'en avais vu en pleine forêt, mais voilà, 2 à 3 jours avant ou après, j'aurais peut-être pas vu cette fleur. Donc c'est vraiment stupéfiant. C'est très grand, hein, on la sent un petit peu de loin aussi. Voilà, c'est Et sa spécificité, je crois, hein. ouais, c'est une C'est fleur qu'elle cadavre, hein, ça elle pique. attire les mouches. Elle attire les insectes et les animaux en fait qui vont pouvoir polliniser donc la fleur. C'est assez complexe comme fleurs. Les fleurs mâles ont plus de pollen que les fleurs femelles et il faut on va dire une symbiose des deux pour que ça puisse se créer. Donc, ce qui fait qu'elle est difficile à voir et il y en a de moins en moins. Alors, normalement, il y a des périodes entre fin juin et puis septembre, etc. Et puis, voilà, avec le dérèglement climatique, on peut s'attendre à des floraisons à des moments qui ne sont pas prévus, quoi. Oui, qui sont pas ceux qui sont prévus et habituels, ce qui doit complexifier encore sa reproduction. Euh, Exactement. Ça sent le cadavre, c'est ça, c'est sa spécificité, c'est pour ça qu'on la connaît en tous les cas chez nous. Ah, c'est une fleur qui sent très mauvais. Alors, je n'ai pas de comparaison hein, malheureusement à vous donner. Puis voilà, ce serait quand même assez compliqué de vous faire ressentir l'émotion du moment. Mais non, ça sent pas très bon. Et puis c'est vrai que ça attire ces mouches. Ouais, c'est assez spécifique. Et ce qui est impressionnant, c'est vraiment la taille aussi et la couleur. C'est Certains la trouveront pas très très belle. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle fleur. Ah, c'est une fleur qui a pas de tige. Si vous regardez bien, elle pousse au sol. C'est Et ça. sa vraie spécificité en réalité, c'est que oui, elle est grande, elle est grosse, mais c'est une fleur c'est un parasite qui va se servir des nutriments des autres plantes, fleurs, arbres autour pour pousser.
Donc, pour que ça se fasse, il faut vraiment que ce soit des conditions optimales et c'est ce qu'on trouve réellement en forêt tropicale d'Asie du Sud-Est. Voilà, elle n'a pas mis toutes les chances de son côté. Elle a un mode de reproduction qui est compliqué et pour pousser, elle a besoin d'un hôte qui lui donne ses nutriments. C'est ce que vous veniez d'expliquer. Mhm. Comment s'appelle cette hôte? Je ne sais pas réellement, mais comme je vous dis, c'est une autre fleur, c'est une autre plante. C'est comme les vignes, en fait. Vous voyez, euh, c'est comment? C'est une fleur qui va se servir réellement des autres plantes qui ont poussé autour d'un arbre, par exemple, pour pouvoir se caler. Ça se trouve vraiment au sol, déjà, proche d'un arbre où les feuilles tombent. Et c'est à partir de là qu'elles vont pouvoir euh, absorber les nutriments nécessaires. Voilà. D'accord. Alors, on voit hein, sur les photos sur votre site qui vous ont été cédées par le parc. On a du mal à la repérer déjà parce que c'est une forme de boule en fait au départ. On pourrait marcher C'est une petite dessus. boule. Exactement, c'est une petite boule qui doit faire la taille d'un ballon de hand. Si vous voyez un peu, c'est pas très très gros non plus, mais c'est que à l'éclosion, elle va prendre toute sa forme et elle va prendre de plus en plus d'espace. Et la floraison, elle est quand même assez rapide, petite semaine quoi. Donc cet état de bourgeon, en fait, on le voit pas. On pourrait ne pas le voir puisqu'il est quand même assez foncé, étant donné qu'aussi les choses qu'on voit au sol sont assez foncées, on pourrait y marcher dessus. C'est pour ça que le parc a pensé à protéger ce bourgeon en mettant des cages autour, ce qui empêche aussi les marcheurs, les randonneurs de s'approcher trop près, puisque une fois de plus, comme on en parlait dans un article précédent, il y a un tourisme qui se met en place. C'est quelque chose de rare et la rareté, bah, ça attire du monde aussi, des gens qui ont envie de faire des photographies ou de voir hein, tout simplement cette espèce. Donc ça attire un peu de monde et c'est devenu aussi un business où il y a des randonnées qui sont encadrées. Alors pour ce parc-là, elles sont encadrées, mais si ce n'était pas le cas et qu'il y avait la possibilité d'y aller librement, je suppose qu'on pourrait avoir aussi des personnes mal intentionnées qui seraient susceptibles voilà, de prendre les bourgeons et de les ramener chez eux. De dégrader tout simplement Bien sûr, l'environnement ouais. autour. Donc voilà, donc on en arrive au fait que cette plante, finalement, pour qu'on puisse l'observer, est protégée. On voit une photo sur cet article où effectivement elle est sous cloche dans un grillage. Ouais. Oui, elle est enfermée, donc le temps de l'éclosion, on va dire, et puis à partir de là, ils vont pouvoir la libérer. C'est le moment le plus important, finalement, puisque une fois que voilà, les fleurs, enfin la fleur est apparue, les pétales, on peut la laisser tranquille, puisqu'après, elle va pourrir assez rapidement. Voilà, et comme on le sait un peu partout sur la planète, donc elle est elle aussi menacée par le phénomène de la déforestation. Donc son habitat est en danger. Elle est fragilisée, oui. Alors sur Bornéo, du côté Malaisie, on va dire que c'est un peu plus protégé, puisque les petits parcs sont pas non plus, ils sont grands, mais sont pas non plus énormes comme les forêts denses qu'on peut avoir sur la partie indonésienne ou la partie de Sumatra aussi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté déforestation qui est lié avec aussi notre demande particulière, quoi, nous. Donc, ils vont déforester les arbres pour planter de l'arbre à palme, pour faire de l'huile. Et forcément, c'est largement destructeur, quoi. Pas que pour les plantes, pour les animaux aussi. Donc voilà, il va y avoir des petites zones de protection un petit peu comme ça, qui restent, à mon sens, hein, restreintes, puisqu'on sait que maintenant, c'est dans ces zones-là qu'il faut aller pour les voir. Il y a moins de diversité, on va dire, sur le territoire. Et c'est pareil pour les animaux. C'est-à-dire que si vous allez à Bornéo, c'est pas au coin de la rue que vous allez croiser un orang-outan. Il va falloir aller à un endroit très spécifique. Alors même s'ils sont en liberté, on sait ils ont tendance à pouvoir revenir si besoin pour être nourris. Mais ils peuvent aussi partir. Donc voilà, on en est en ce moment-là. On a des zones de protection qui sont nécessaires qui se réduisent de plus en plus parce qu'il ne faut pas oublier que ça a un coût aussi. Il faut que on mette en place, enfin que les États mettent en place
un suivi, il faut que ce soit protégé, il faut embaucher des gens pour protéger ça, parce qu'il y a toujours cet attrait de la rareté, quoi, qui fait que on, on veut, on veut procéder à, je sais pas, à une extraction de ce qui est rare, quoi. Mm. C'est ce qui est un peu dommage aussi. Ouais. Toujours tout s'approprier. Et dernière chose qu'on va évoquer, c'est que j'ai appris que elle pouvait servir de remède. Elle a servi de remède aux populations autochtones, cette plante, aussi Oui, rare soit-elle et ouais, difficile ouais. d'approche. Comme dans beaucoup d'endroits, surtout sur des endroits comme Bornéo, il y a eu des tribus qui se sont servies de beaucoup de plantes pour se protéger, pour se soigner aussi. Et puis certaines tribus aussi se sont servies de plantes pour le poison aussi, pour chasser. Donc on a encore ce côté là sur le Sarawak qui est assez présent on va dire, c'est ce côté naturopathe. On peut se servir des plantes pour se soigner, pour se faire du bien, etc. Donc ça a servi aussi pour les maux de tête, etc. Donc oui, effectivement, je pense que toutes les fleurs, sincèrement, ont un but, peuvent servir à quelque chose, alors que ce soit pour se défendre ou pour se protéger. Mais oui, celle-là, elle a eu aussi, via le fait de pouvoir sécréter des hormones, etc., pu protéger les populations ouais, anciennes. Alors, il y a beaucoup de tribus qui sont encore sur Bornéo, qui vivent dans des maisons longues, comme les Bidayous, c'est la tribu la plus représentée. Et ce sont des maisons qu'on peut visiter. Et puis c'est vrai qu'on voit qu'ils vivent encore avec ce mode et ces traditions liées à la nature. Et il y a beaucoup de choses qui sont prélevées de la nature, du poivre, des espèces de plantes qu'on peut aussi ramener chez soi pour se faire des infusions. Donc c'est intéressant de visiter aussi ce côté très très protecteur de la nature. Voilà, donc celle-là, elle soignait les maux de tête Mot de et les tête, ouais. douleurs de postpartum, Postpartum. c'est-à-dire après l'accouchement. Exactement. Bon voilà, donc ça c'est le reportage de la semaine à voir sur le site Terra Cultura avec de très belles photos prêtées par le parc. Redites-nous son nom. Gunung Gading, Ah, voilà, ouais. dans l'état de Hein, Sarawak. ça sonne beaucoup mieux dans votre bouche que dans la mienne. Hein. Merci. Bon, alors c'est les derniers jours de votre cagnotte Ulule. Exactement. On fait un petit point. Ça fait 3 semaines on en parle. On est presque arrivé. On va y 77% arriver. atteint, j'ai vu là. Ça grimpe, il nous reste 3 jours. Je pense que le fait d'être dans la fin de la cagnotte, ça motive un petit peu les gens et se disent, bon, allez, on va soutenir. Et c'est vrai qu'on reçoit là plus régulièrement maintenant des dons, des petits aussi. C'est très important pour nous. Il n'y a pas de montant qui est plus important que l'autre. Le geste compte vraiment, sincèrement. Et je sens qu'on va y arriver et on va pouvoir faire de belles choses avec. Ça va largement développer les projets de l'association Terra Cultura pour les photographes, pour la nature, pour les traditions. Donc, merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà participé. C'est vraiment super. Merci Oui, beaucoup. c'est bien. Alors, un petit rappel quand même, c'est une cagnotte qui est pas très gourmande. Hein. Pas trop, non. Vous cherchez à récupérer 1 500 euros, c'est ça? Exactement. 1 500 euros. Et donc, c'est une cagnotte qui va aider à faire fonctionner votre association, mais pas que. C'est-à-dire que votre association a aussi pour vocation d'aller aider des associations sur les lieux de vos reportages. Vous le disiez la semaine dernière quand nous faisions cette interview aussi ensemble. Par exemple, aller acheter des crayons, des cahiers pour les écoliers, des choses comme ça. Ça peut aider à une aide d'urgence sur le terrain quand on est en exploration. C'est-à-dire que parfois on traverse des villages, on met du temps à arriver dans certains villages et on se rend compte que au loin, les gens ont des besoins qu'on ne trouve pas dans les villages, donc ce qui va être en ville, et que pour eux, ça leur prend beaucoup de temps d'y aller, ça leur coûte très cher aussi en déplacement, donc ils ne bougent pas beaucoup puisqu'ils sont localisés vraiment dans une partie un peu lointaine. Ils ont des besoins aussi parfois en médicaments. Alors, ça peut être des choses qui pour nous sont ordinaires, mais du paracétamol, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu moins. Certains médicaments qu'on pourra avoir besoin. Des crayons, des stylos, des cahiers, du matériel
de sport aussi pour les écoles. Ça peut être des choses vraiment très très bêtes, mais il fait chaud. Le ventilateur qui est tombé en panne, eh ben, c'est de trouver ce qu'on peut sur place pour acheter un nouveau ventilateur, par exemple. Il y a des choses comme ça. Et puis ça peut être la participation avec d'autres structures comme ce parc national qui ici avait un besoin spécifique pour un ramassage, par exemple, d'ordures ou de plastique dans la forêt, mettre en place une collecte pour faire intervenir des, entre guillemets, bénévoles. Mais voilà, peut-être essayer de mobiliser des gens pour un nettoyage, par exemple. Donc ça va servir, ça sert aussi en partie à ça. Et de l'autre côté, oui, au développement du site internet, des applications, des charges courantes de l'association. Et puis, on veut payer, nous, nos reporters, nos photographes. Donc, pour l'instant, on est sur des petits montants. Mais on a envie que les gens qui partent en reportage ou qui nous proposent des choses qui sont quand même de très bonne qualité soient rétribués à la hauteur de leur reportage. C'est important. Voilà. Alors, et puis en plus, il y a une échelle de petits bonus, c'est-à-dire que, il y a des montants qui sont fixés et on peut, contre ce montant donné, avoir en retour une photo, un portrait, une Un affiche. paysage, une Et affiche, le top du top, c'est la participation 120 euros, je crois, vous avez fixé la barre. Et c'est ça. là, comme vous êtes une association de photographes, vous proposez de participer à la vie de votre association et aussi de donner des conseils sur les reportages nature, puisque c'est un peu votre spécialité. Reportage nature où on observe, alors pas que des fleurs qui mettent une semaine à s'épanouir, mais des animaux. Et on va en parler par exemple la semaine prochaine. J'ai rendez-vous avec votre correspondante en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un très beau reportage sur les crocodiles. Donc, euh, on peut avoir, grâce à ça, à cette participation, on peut s'insérer dans votre association et savoir comment aller photographier des crocodiles, par exemple. Voilà, c'est 120 euros à l'année, donc c'est une inscription, on va dire, classique pour une association. Ça représente 10 euros par mois. Pour un magazine en ligne, ce serait aussi entre, on va dire, le prix d'un magazine en ligne. Et en plus de ça, nous, on propose, donc pour cette somme, de nous rejoindre sur des visioconférences où on peut discuter bah, de la vie des reportages, comment sont établies les photos, comment on va s'approcher. Là, dans le cadre du reportage pardon, avec Svetlana sur les crocodiles, euh, jusqu'où on peut aller, comment on doit respecter cette distance. Pareil pour les fleurs, comment on fait une interview, comment on va à la rencontre des gens et puis donner des petites astuces aussi sur le réglage des appareils, du matériel qu'il faut amener aussi en fonction des photos qu'on veut faire, si on a des objectifs assez différents. Donc voilà, c'est l'écriture aussi de l'histoire. Et puis après, il y a la partie un peu plus technique pour la mise en page, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi faire du blogging et se servir de leurs images pour diffuser elles-mêmes leurs informations via leur site internet. Alors si elles en ont un, bah, ça va être un petit peu aider aussi à la construction pour que elles puissent aussi diffuser bah, par elles-mêmes l'information. Nous, on travaille comme ça, on n'a pas vraiment cet esprit de concurrence, on est plutôt dans un esprit de famille où, voilà, si vous faites un peu la même activité bah, que nous, vous êtes les bienvenus puisque vous allez aussi propager les bonnes choses. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on accueille voilà, on va dire, les nouveaux adhérents. Voilà, et vos marottes ou vos sujets de prédilection, c'est l'environnement, les cultures du monde, les traditions. Les cultures et traditions du monde, qu'elles soient en Amazonie, en Afrique, en Islande, en Asie, en France aussi, il y aura des sujets qui vont toucher aussi la France, bien sûr. Euh, on n'a pas de frontières, tout nous intéresse, l'environnement au sens large, le réchauffement climatique, oui, la pollution plastique, oui, mais pas que. On pourra parler aussi bah, un jour des plantes médicinales, ça fait partie aussi de nos thématiques. Puis la vie sauvage au sens large, avec des espèces spécifiques, endémiques, on ne parle pas trop souvent en général. Donc nous, on va essayer de les retrouver et puis bah, d'en parler et puis dire pourquoi elles ont été endémiques, pourquoi elles sont en danger parfois. Et puis il y a aussi des bonnes nouvelles, donc faut aussi annoncer les bonnes nouvelles, puisque on parle souvent du côté un peu négatif, mais il y a des endroits qui sont très bien protégés, très bien conservés, et puis on voit un retour de la nature. Et c'est pareil pour les traditions, hein. Elles sont souvent liées, moi je trouve, les traditions avec la nature. On retrouve beaucoup
les animaux dans la façon d'avoir construit la culture d'une tribu, par exemple, ou d'une communauté. Voilà, et la semaine dernière, je le rappelle, on était en plein dans les traditions, puisque on parlait des aurores boréales et de toutes ces traditions qui circulent au-delà du cercle polaire chez les différentes populations, les Inuits par exemple, les Canadiens, voilà, Les et Islandais avec les Vikings, ouais, les Islandais, les Vikings, etc., qui ont chacun leur interprétation, un petit peu du comme nous, les ciel. Gaulois, avions cette tradition du ciel qui allait nous tomber sur la tête quand on ne voyait plus le soleil. C'est à découvrir ça aussi sur le site Terra Cultura. Euh, bon, alors, bon courage pour cette cagnotte Ulule qui se termine mercredi 23. J'espère que Merci vous beaucoup. l'atteindrez. Euh, J'invite tous ceux qui peuvent participer à apporter leur tribu à cette naissance, puisque Terra Cultura est une association jeune, avec de très beaux reportages et de très belles photos. On va Euh, fêter nos et 6 mois la semaine prochaine, voilà pour vous voilà, dire. c'est Et on a une croissance qui est, je crois, exceptionnelle parce que on a de plus en plus de relais. Vraiment, on est très très fiers de ce début. C'est bien accepté, donc on va continuer. oui, on voit que l'effort porte ses fruits et c'est normal puisque vous proposez effectivement de bons reportages, des belles photos. Ça se lit assez vite, mais c'est aussi très enrichissant parce qu'on apprend toujours des choses, comme par exemple cette plante que vous décrivez aujourd'hui et qui, pour moi, par exemple, je ne savais pas que c'était une plante parasitaire, qu'elle avait besoin des autres plantes pour se développer, la Rafflesia, et c'est le reportage de la semaine à voir sur Terra Cultura. On se retrouve non pas la semaine prochaine, parce que je vais rencontrer Svetlana, mais dans 15 jours certainement, Damien. Exactement, et je pense qu'on parlera peut-être, je vais avoir du mal à vous le dire, mais peut-être du chêne liège Ah, très bien. Et on part, je crois, au Portugal. au Portugal, exactement.